On a maintenant le plaisir d'accueillir Virginie Tournay. Virginie Tournay, qui est donc biologiste. Installez-vous, venez. Qui est biologiste de formation, qui est également politologue, qui travaille au CEVIPOF de Sciences Po, et qui travaille sur, qui a des thématiques de recherche qui sont autant sur les biotechnologies, l'épistémologie, ou encore les études d'opinion. Mais en plus de tout ce travail, elle est aussi autrice de science-fiction, et donc à ce titre, elle a intégré la Red Team. La Red Team, c'est une équipe qui est mise en place par l'Université de Paris Sciences et Lettres, PSL, et l'Agence d'innovation de la Défense, donc l'armée, pour imaginer des menaces militaires futures qui seraient susceptibles de mettre en danger la France et ses intérêts. Donc on va parler aujourd'hui de la manière dont politique, fiction, vraiment s'entremêlent dans un maillage, et on est très excités d'entendre votre conférence. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci tout d'abord aux organisateurs de ce symposium de m'avoir invité dans ce lieu qui symbolise la rencontre, on va dire, des mondes de l'art et des mondes de la recherche. Alors effectivement, je suis membre de la Red Team Défense. Alors je vais revenir un peu plus loin dans cette initiative, mais l'idée générale, c'est effectivement d'essayer d'imaginer des menaces, ou plutôt des formes inattendues de conflictualité sur un horizon 2030-2060. Alors dans le cadre du thème de cette rencontre qui touche les réalités de la science-fiction, en fait, le travail que nous faisons au sein de la Red Team m'a amené à essayer de réfléchir au rôle, à la place de la science-fiction et plus généralement des narrations du futur dans l'espace public et la vie politique. Alors, je vais vous demander un peu d'indulgence parce que ma présentation est encore assez expérimentale. Elle a pour objet, en fait, la fabrique sociale des futurs. Alors, je ne vais pas m'intéresser en fait au contenu des futurs, mais plutôt aux conditions de production des narrations du futur dans la société. Alors, pour aborder cette fabrique, je vais partir d'un objet assez particulier. Cet objet, en fait, on peut dire que c'est une forme sans nom ou un nom sans forme. C'est ce que l'on désigne communément par le mot de trace. Alors, pourquoi je vais vous parler de trace aujourd'hui ? Parce qu'elle a pour particularité, quand on cherche à l'interpréter, de diffuser des imaginaires science-fictionnels dans la société. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va projeter des futurs possibles à partir d'une expertise ou d'un savoir technique. C'est un petit peu ce que Tristan Garcia a appelé hier le réalisme spéculatif. Donc, quand on interprète une trace, on fait une forme de réalisme spéculatif au sens où on va associer des logiques, des démarches scientifiques à des productions de l'imaginaire. Donc ça en fait vraiment une sorte de drosophile de laboratoire qui est particulièrement intéressante quand on veut s'intéresser au mode de production des futurs dans une société. Alors, comme en plus, ce qui est assez intéressant quand on se lance dans l'interprétation de la trace, c'est que cette interprétation est toujours sans fin. Elle constitue en quelque sorte une tentative d'épuisement du réel qui n'arrive jamais à terme. Donc c'est pour cette raison que j'ai intitulé cette présentation « La trace introuvable ». Alors, 3 raisons, en plus, la rendent particulièrement intéressante pour nous. La première, c'est que l'expression sociale des imaginaires science-fictionnels est intimement liée au savoir scientifique établi. Par exemple, pour reconnaître les marques du diable chez les femmes qui étaient poursuivies de sorcellerie, on mobilisait, à la fin de la Renaissance, l'empirisme et la méthode expérimentale. Donc on est dans des choses qui sont très intéressantes si on s'intéresse à la frontière entre science et science-fiction. La deuxième, c'est que la qualification de la trace, c'est le produit d'un équilibre délicat entre son interprétation scientifique et sa qualification symbolique. Et j'aurais même envie de reprendre les catégories de Frédéric Oyer, c'est-à-dire entre la signification, le meaning qu'on va lui donner, et le sens. Par exemple, si on pense aux controverses des traces de pesticides qu'on avait trouvées dans les urines de stars, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que dans le langage, on avait à la fois des référents toxicologiques, des savoirs scientifiques qui étaient mobilisés, mais c'était aussi, d'une certaine façon, une critique sociale des industries de l'agroalimentaire. Donc,
par sens, je dirais que l'interprétation de la trace renvoie à ce qui constitue à nos yeux un modèle de société à combattre ou un modèle de société souhaitable. Donc on est vraiment dans cette articulation et cette hybridation, je dirais, de la signification et du sens. Donc la trace, c'est finalement le symptôme d'énormes tensions entre deux formes de narration du futur, la prospective scientifique d'une part, et d'autre part, nos peurs, notre représentation de l'ordre social, nos eschatologies. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans une hybridation assez forte de ce qui fait société. Et enfin, le troisième intérêt de la trace, c'est qu'une même trace peut alimenter des imaginaires science-fictionnels contradictoires. Par exemple, la trace d'un OGM, ça peut signer l'uniformisation d'un modèle agricole que l'on dénonce, que l'on combat, ou au contraire, ça peut apparaître comme une solution contre la faim dans le monde. Donc on est là vraiment dans des formes de tensions qui sont difficilement réductibles. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-il possible pour une société aujourd'hui de fabriquer des visions partagées du futur? Et est-ce souhaitable par ailleurs? Alors c'est vrai qu'en écoutant les interventions d'hier, je ne pense pas qu'il faut réduire l'interprétation d'une trace à quelque chose qui serait de l'ordre de l'hypothético-déductif. Parce que si on perd le sens et qu'on garde juste finalement les significations, on tombe un peu dans le monde à deux dimensions d'Edwin Abbott, Flatland, où finalement, dans ce cas-là, il n'y a pas de réinvention de soi. Tout est stabilisé et se répète. On est dans quelque chose qui est sécurisé, mais on n'est pas heureux. Donc on est finalement dans ce que Louvain disait hier. Il faut, pour interpréter la trace, accepter quelque part d'aller dans l'informe, souffler sur l'argile et permettre à son golem d'advenir. Et je pense qu'il faut arriver finalement à concilier cette double exigence qui est qu'on a besoin, pour faire société, d'avoir des futurs partagés. Et en même temps, c'est quand même bien aussi d'avoir cette marge de manœuvre, de pouvoir se créer en interprétant la trace, de pouvoir finalement la faire advenir et nous faire advenir par la même occasion. Alors, je sais, oui, si vous pouvez lancer le... Voilà, parfait. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette forme, en fait, qui est présente en arrière-plan de cette première diapositive. Oups. Super. Alors, effectivement, je sais que j'ai en face de moi des spécialistes d'art, donc je vais en parler très, très humblement. Donc, il s'agit en fait de cette célèbre anamorphose, donc extraite du tableau Les Ambassadeurs du peintre allemand Hans Holbein. Alors, c'est un tableau qui est très imprégné de l'humanisme de la Renaissance. On voit deux notables qui sont accoudés sur une étagère. Et donc, vous pouvez voir, en fait, en premier plan, une espèce de mastic osseux blanchâtre qui apparaît comme étant presque extérieur à l'œuvre et qui semble, d'une certaine façon, défier les lois de la pesanteur. Alors, évidemment, là, vous pouvez reconnaître un crâne. Et quand l'observateur qui regarde le tableau, pour pouvoir faire apparaître ce crâne, il doit se déplacer en fait à l'extrême droite de la peinture pour pouvoir le voir. Et donc le message est clair, aucun savoir, aucun pouvoir ne permettront jamais à l'homme d'échapper à la mort. Donc voilà, le message est très clair, mais ce qui est assez remarquable, et moi vraiment ce que je trouve fascinant dans ce tableau, c'est que ça suppose malgré tout, pour lire ce message, un effort volontaire de la part de l'observateur. Tout le monde n'est pas en mesure d'en saisir le sens en regardant cette toile. Alors, évidemment, la magie du tableau ne s'arrête pas là, il est lui aussi complètement inépuisable. Alors, à gauche, dans l'angle supérieur de la toile, vous pouvez voir un crucifix qui est à moitié caché, en fait, sous une tenture. Mais pour le voir, en fait, notre pas de côté d'observateur ne suffit pas. On doit également déplacer notre regard vers le haut et notre corps doit se déporter à droite pour pouvoir finalement faire apparaître ce crucifix. Et
en faisant apparaître le crucifix, parallèlement, on a la disparition du crâne. Donc, on a en fait comme message que la mort terrestre ne serait qu'un passage vers autre chose. Donc, ce tableau, en fait, nous montre deux choses. C'est que quand on parle de traces, en fait, c'est un récit. Toute interprétation minimale de la trace, c'est un récit. Donc ça a été pas mal documenté par l'historien Carlo Ginzburg. Mais c'est un récit qui a pour particularité d'être un récit de transformation. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que ce qui est vraiment remarquable dans ce tableau, c'est que ce récit n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend de la place qu'on occupe dans la société ou de la place qu'on souhaite occuper. Donc, pour moi, ce tableau est vraiment remarquable parce qu'il montre vraiment la complexité, il montre un peu en métonymie, finalement, la difficulté qu'on a à faire société et à lire, à regarder, finalement, ce monde extérieur qui nous apparaît comme étant apparemment univoque. Alors, la trace, c'est quoi ? Pour vraiment essayer de rassembler un peu ce terme qui recouvre tout un tas de réalités différentes. Alors, j'ai donné l'exemple emblématique de l'anamorphose, mais évidemment, au premier regard, quand on parle de traces, on peut voir les empreintes de loup, d'un écureuil dans la neige. On peut voir, alors j'ai évoqué les marques du diable chez les femmes qui étaient accusées de sorcellerie. Alors, on voit que ce n'est pas un terme scientifique qui renvoie à une division objectivée de la matière, comme le seraient les atomes, les molécules, etc. On est vraiment dans un... C'est un terme qui est de nature culturelle, et je dirais même c'est un invariant anthropologique que l'on retrouve à toutes les époques. Alors, c'est un terme culturel. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre société est plus particulièrement saturée en traces. Bon, là, j'ai figuré de l'amiante, des nanoparticules, des OGM, figuration des ondes électromagnétiques, nos traces d'activité sur le web. Donc, la trace, en fait, ça fait référence à des substances qui sont considérées comme étant socialement nocives, mais la trace peut aussi représenter quelque chose de positif. Par exemple, les principes actifs qui seraient reflétés dans les substances homéopathiques mobilisent également l'imaginaire de la trace. Donc, c'est vraiment un objet fascinant parce qu'il est aux frontières, finalement, du savoir établi et de la fiction politique. Et donc, d'une certaine manière, de la place que chacun occupe dans la société. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on ne sait pas, finalement, si la trace nous donne du sens ou si elle nous donne une signification sur les choses que l'on interprète. Donc c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre de cette intervention, la trace, c'est à la fois une chronique scientifique et une fiction politique à analyser. Alors, dans cette présentation, je vais dans un premier temps discuter le rôle, l'importance sociale de la trace pour penser les futurs d'une société. Et pour ce faire, je partirai de deux scénarios que l'on a travaillé dans la Red Team. Et je vais vous présenter en fait deux modèles différents de sociétés dystopiques où la trace, en fait, là aussi, occupe une place très différente dans les deux scénarios. Alors, je vais essayer de montrer que dans le premier cas, on est dans un monde qui est marqué par une sursaturation de traces. Et dans le deuxième scénario, on est plutôt dans un monde, en fait, qui révèle une fragmentation de l'interprétation des traces. Et malgré tout, malgré ces différences, ces deux modèles sont réunis par une même manière de se relier au monde. Et là, en fait, je ferai un petit topo sur les travaux de Philippe Descola qui sont vraiment intéressants pour penser cette manière de se relier au monde. Et le second temps, en fait, de cette présentation sera plutôt une réflexion sur la fabrication des futurs partagés. Et je vais essayer de discuter ces deux régimes de traces et quelles seraient les réponses à apporter pour essayer de retrouver des futurs partagés avec toutes les précautions nécessaires. Alors, qu'est-ce que la trace fait au futur d'une société ? Donc, je vais présenter le cadre général des deux scénarios Red Team qui renvoient à deux régimes de traces différents. Donc, le scénario P-Nation, nation pirate, et chronique d'une mort culturelle annoncée.
Alors tout d'abord, l'initiative Red Team Défense en fait a été lancée par l'agence Innovation Défense il y a 2 ans, donc en coopération avec différentes composantes du ministère des Armées. Alors la Red Team, c'est qui ? Nous sommes en fait un groupe d'une dizaine d'auteurs de science-fiction et de designers, et on travaille ensemble en fait pour essayer d'imaginer des potentiels de conflictualité sur un horizon 2030-2060. Et en gros, on essaye de réfléchir aux menaces qui peuvent porter atteinte à la résilience nationale. Alors, l'idée, ce n'est pas d'imaginer ce qui va se passer concrètement sur un théâtre des opérations ou d'imaginer des systèmes d'armes, ce n'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt d'essayer d'imaginer les transformations de la société à la fois dans les dimensions environnementales, technologiques, les aspects sociétaux également, pour essayer de voir comment ça se répercute sur la façon même d'envisager la défense, la guerre, le conflit. Est-ce qu'on pensera le conflit de la même façon en 2050 qu'aujourd'hui? Donc on est vraiment dans quelque chose qui relève d'une construction des mondes, je dirais que davantage l'idée de se mettre dans la peau d'un ennemi et puis d'imaginer comment il va se comporter dans 20 ou 30 ans. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est passionnant, qui est vraiment une co-construction en fait des mondes de demain. Alors là, je vais vous présenter donc le contexte très très général des 2 scénarios. Donc le premier scénario, la P-Nation. Donc là, en fait, on a essayé de décrire ce que pourrait être l'émergence d'une nation pirate. Alors cette nation pirate, elle est constituée de migrants climatiques et d'apatrides, en fait, suite à une montée générale des eaux sur toute la planète. Et donc, ces populations, qui se comptent par millions et dizaines de millions, s'installent sur des sortes de villes flottantes. Donc on est en 2040 et on est dans un contexte où les États constitués exercent un contrôle social par la technique de puçage. Ça veut dire que chaque individu est équipé d'une puce qui contient toute son identité numérique, c'est-à-dire l'essentiel de son identité numérique, c'est-à-dire les données financières, sanitaires, civiles. Et donc la communauté pirate est une communauté de sans-puces, en fait comme... On pourrait parler des sans-papiers qui sont coupés de toute infrastructure sociale parce qu'ils n'ont plus d'identité. Et donc, cette communauté contraste avec nos sociétés qui grouillent d'informations, où chaque individu est hyper connecté, les traçabilités sont multiples, et toute donnée, toute information peut être trace de quelque chose ou être l'interprétation d'un autre chose. Donc on est dans une société qui est d'une certaine manière marquée par une sursaturation de traces. Donc ça, c'est vraiment le premier modèle, le premier régime de traces de ce scénario. Le deuxième scénario, chronique d'une mort culturelle annoncée. Donc là, en fait, on a imaginé un peu ce que pourrait être le futur des réseaux sociaux, donc des sortes de réseaux numériques de services qui évoluent, alors là, c'est complètement de la fiction, vers des espèces de bulles, de services, de bulles communautaires qu'on appelait les safe sphères. Et il y a cette idée qu'en fait, la perception du monde extérieur serait capable, enfin plutôt, pourrait s'adapter à la réalité que chaque individu veut lui donner. Donc en gros, la réalité, c'est ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors pour vous donner un exemple, voici donc un même paysage urbain qui est inséré dans 2 safe sphères différentes. Alors dans un cas, si vous êtes dans la safe sphère méditation, vous voyez une rue qui est plutôt apaisée, avec des boutiques développement personnel, tout est calme, tout est serein. Et puis vous avez une safe sphère heavy metal, où là on est plus dans quelque chose de rock'n'roll, où il y a des signes plus marqués d'agressivité, de choses. Enfin, on est dans des logiques paysagères complètement différentes. Donc en fait, avec ce scénario, c'est l'idée qu'il n'y a plus de réel commun partagé. Donc tout ce qui fait trace pour les uns ne fait pas trace nécessairement pour les autres. Donc personne n'a la même appréhension du danger et une menace de conflit, d'attentat ne sera pas perçue de la même façon par les uns et par les autres.
Donc c'est vraiment l'idée en fait de travailler sur les différentiels de perception collective. Et donc là, on est dans une société qui est marquée par une fragmentation des traces. Donc là, il y a vraiment, on va dire, deux économies différentes, deux régimes différents de la trace. Le premier cas, une sursaturation de traces. Le second cas, on est dans une fragmentation interprétative des traces. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux modèles vont déterminer la façon dont on se saisit de la réalité et dont chacun va finalement se relier au monde extérieur. Alors pour moi, c'est vrai que ça fait assez écho aux travaux en fait, de l'anthropologue Philippe Descola. Alors je ne vais pas détailler parce qu'il a une œuvre absolument immense. Je voudrais simplement m'arrêter en fait, sur sa typologie des catégories de perception du monde, ce qu'il a appelé en fait, les ontologies. Donc concrètement, en fait, les ontologies, c'est l'idée que quand on regarde un objet, un individu, un événement, on va spontanément leur attribuer des propriétés. Alors, ce qui est original dans son travail, c'est qu'il veut dépasser donc, cette espèce de séparation nature-culture. Et pour lui, en fait, l'attribution de ces propriétés repose sur un rapport de perception entre une qualité, donc ce qui constitue une intériorité de l'objet, et une forme globale, ce qu'il a appelé la physicalité. Donc, par exemple, quand on perçoit une maison, on va d'abord identifier les contours, sa forme, et ensuite on va lui attribuer une intériorité, c'est-à-dire qu'on va déterminer si le logement est salubre ou insalubre, par exemple. Donc, il a établi 4 catégories, 4 manières différentes de distribuer des propriétés à ce que l'on perçoit. Alors, par exemple, l'animisme, c'est l'idée que, malgré nos différences physiques, je peux, par exemple, partager avec mon perroquet une même intériorité. Donc, je peux parler avec mon perroquet, on peut avoir une certaine connivence, on peut avoir un minimum d'intersubjectivité, de partage de subjectivité. À l'opposé, le naturisme, c'est le modèle anthropocentrique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors là, en fait, je ne vais pas établir de similitude entre mon intériorité et celle du perroquet, mais en revanche, je vais reconnaître qu'on est réunis sur le plan des physicalités, puisque nous sommes tous les deux le produit d'une évolution biologique. Donc on partage finalement une histoire physique-biologique commune. Et ensuite, il y a le modèle totémiste. Alors là, c'est vraiment l'idée d'équivalence ontologique. J'incorpore les propriétés physiques et morales du Christ quand je bois le vin et le pain. Et je suis comme mon perroquet parce que je viens d'un même moule ontologique. Donc là, on est vraiment dans une correspondance extrêmement forte entre les intériorités et les physicalités. Alors, pourquoi finalement je vous parle de tout ça ? Parce que finalement la façon dont on perçoit le monde extérieur influence notre idéal social et aussi et surtout la façon dont on va fabriquer nos futurs. Et dans les deux modèles de société que je viens de vous présenter, en fait le régime de perception qui est favorisé, qui ne peut qu'émerger dans ce type de monde, c'est l'analogisme. Alors là, je vous ai donné en fait en illustration un masque bolivien qui est une espèce de composite de plusieurs symboles, indiens, chrétiens, boliviens. Donc dans ce syncrétisme, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas établir des classes d'êtres. Tous les êtres présentent des différences, tant sur le plan des intériorités que sur celui des physicalités. Donc il n'y a pas d'ensemble commun. On ne peut pas se comparer les uns les autres. On appartient tous à une grande chaîne des êtres, mais par contre, en arrière-plan, il y a cette idée que l'ordre et l'harmonie surplombent d'une certaine manière l'ordre chaotique du monde. Et en fait, c'est exactement ce que l'on retrouve dans des sociétés qui sont sursaturées de données ou dans ces sociétés dans lesquelles le réel va être balkanisé. Les individus, en fait, essayent d'établir des correspondances pour essayer de donner un sens, une harmonie d'ensemble. Et c'est vraiment ce qui réunit, je dirais, ces deux modèles dystopiques de société. Donc c'est un peu cette idée qu'à l'image du masque
du masque en illustration, c'est comme un peu un syncrétisme religieux bolivien où on a des tas de particules élémentaires qui ne sont pas comparables entre elles, mais par contre, on pose l'hypothèse qu'il y a une espèce d'harmonie globale des choses. Alors, évidemment, cette manière de se relier au monde est très... 5 minutes ? Super. Est très présente dans les discours prospectifs et spéculatifs. Donc il y a cette idée finalement d'essayer de rétablir une continuité dans un tableau général désorganisé. Donc il y a l'effet par exemple du battement d'ailes de papillon au Brésil qui va provoquer une tornade ou quelque chose d'imprévisible. Il y a le fait d'expliquer le changement climatique à partir d'une modification de comportement individuel et aussi en astrologie, par exemple, la correspondance supposée entre les influences célestes et les comportements humains. Donc là, on est vraiment dans une sorte de logique, dans un régime analogique. Alors, comment ces deux régimes de la trace se répercutent-ils dans la façon dont on appréhende les futurs ? Est-ce qu'il est possible de réguler les futurs collectifs et de fabriquer des futurs communs partagés sans perdre en fait ce golem, cette espèce de liberté créative qui nous est propre ? Alors, les deux modèles de société que je vous ai présentés renvoient à deux façons qui sont très différentes de se projeter, de fabriquer les futurs d'une société. Quand il y a trop de traces, trop de sens possibles, on est dans un doute social qui est continu. On n'arrive pas à hiérarchiser ce qui est important. La dérégulation du marché de l'information avec Internet, par exemple, fait qu'on ne sait plus comment positionner les échelles de vérité. Donc on est pris dans un espèce de tournis consumériste, donc on n'arrive pas à donner du sens et on est dans un doute social qui est constant. Quand inversement les traces ne sont pas partageables parce qu'on est dans un réel qui est balkanisé, donc là on tombe dans un monde où chacun finalement va avoir ses propres certitudes, il n'y a pas de projection, on n'a pas de futur attendu partagé et on n'a pas non plus de crainte partagée. On est dans un monde finalement qui est un monde de l'entre-soi. Donc là je vais aller très très vite. Donc comment aujourd'hui, quelles sont les traductions contemporaines du régime de traces qu'on a analysé dans la P-Nation, c'est-à-dire trop de traces, trop de données. Alors, je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui est de l'ordre de la réalité. Donc, c'est le problème de la preuve introuvable. Le Premier ministre néo-zélandais a dû prouver en fait qu'il n'était pas un reptile extraterrestre suite à une requête qui avait été déposée par un citoyen. Et évidemment, en fait, on ne peut pas prouver l'inexistence de ce qui n'existe pas. Je ne peux pas prouver qu'il n'y a pas de fantôme dans cette pièce, ni même que je ne suis pas moi-même un extraterrestre. Donc ça, c'est une limite épistémologique qui est incompressible. Donc c'est très simple pour le philosophe analytique, pour le logicien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est quand même le début, je vais dire un gros mot, des emmerdes pour le décideur public. Parce qu'en gros, pour pouvoir, on est obligé de rentrer dans un mode de certification sociale qui suppose donc que, concrètement, le Premier ministre a dû déclarer qu'il avait vu un médecin et un vétérinaire attestant qu'il n'était pas un reptile. Donc, en fait, quand on a trop de traces, trop de données, trop de choses qui peuvent être sujettes à interprétation, c'est la base de l'imaginaire complotiste. Et en fait, le problème, c'est que vous aurez toujours un citoyen ou quelqu'un qui pourra penser qu'il n'a pas reçu suffisamment de preuves, comme quoi John Key n'est pas un extraterrestre. Donc là, on est dans un modèle de société, pour reprendre la partition d'hier, qui a trop de signification mais pas assez de sens. Alors pareil, bon là je vais passer très vite. Donc il y a aussi cette idée que finalement quand il y a trop de traces, on tombe facilement dans le régime de la dystopie. Donc là c'est le produit d'une recherche, j'ai recherché organismes génétiquement modifiés dans le moteur de recherche Google. Et en fait on voit qu'il est très difficile d'établir une hiérarchie des ordres de vérité. Donc là encore, alors là on est dans quelque chose d'inverse, c'est-à-dire qu'on a presque trop de sens, mais pas assez de signification. Bon là c'est pareil, c'est pour vous montrer. Hop, donc là je passe. Alors maintenant, comment le régime de la trace du second scénario se matérialise-t-il dans nos sociétés contemporaines ?
Alors, je vais vous montrer en fait une autre illustration que j'aime beaucoup. Donc, c'est une illusion d'optique, hein, sans doute que vous la connaissez très bien. Et pour moi, c'est un peu ce qui représente l'apparence trompeuse du donné, pour reprendre les termes de Nelson Goodman. Et alors, bon, je pense que vous voyez les deux femmes dans ce tableau. Donc, on peut le lire comme le profil un peu du visage d'une vieille femme qui aurait un menton en galoche, le regard triste, le nez crochu, ou comme celui d'une jeune femme qui est dessinée de dos et qui a le buste dessiné par des longs cheveux, et puis la bouche de la vieille dame, en fait, devient son collier. Donc, ce qui est intéressant dans cette illusion d'optique, c'est que finalement, la forme globale d'un objet ou d'un organisme vivant ne détermine pas un mode d'existence unique à cet objet. À une forme donnée, vous pouvez avoir plusieurs découpages internes et donc plusieurs propriétés, plusieurs qualités. Et inversement, donc là on a vu un trouble au niveau de la forme, mais vous avez aussi un autre cas de figure qui peut apparaître dans une société où le réel est balkanisé. Donc là, c'est une photographie qui a été prise par la photographe Véronique Elena, qui expose donc là une forme univoque. On est tous d'accord sur le fait qu'on voit une main, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il y a un trouble en ce qui concerne l'histoire, le passé récent de cette main. Est-ce qu'on est en présence de la main d'un mort, d'un vivant? Est-ce que c'est un homme, une femme riche, ou d'un mendiant qui dort et qui a dérobé une bague? En fait, on ne sait pas trop. Et on voit bien que cette image, si elle est claire dans sa forme, elle est en revanche incapable de nous renseigner sur les qualités, même sur l'intériorité, on va dire, de l'objet. Et donc, elle jette un trouble sur l'intentionnalité de l'individu. Donc là, on est dans quelque chose qui est une ambiguïté qui ne se situe pas au niveau de la forme, mais au niveau de l'intériorité. Alors, en fait, on est déjà dans une société où le réel est complètement balkanisé. Ces problématiques de fragmentation de la trace, on les retrouve dans un concept en philosophie qui s'appelle la méréologie. Donc la méréologie, c'est l'analyse des relations entre le tout et les parties. Et en fait, tous les débats éthiques témoignent d'une fragmentation de la réalité. C'est-à-dire, quand on regarde, par exemple, un embryon, il y a plusieurs façons de le penser. On peut l'envisager comme la promesse d'une personne humaine potentielle, ou alors comme un ensemble de cellules souches qui vont pouvoir aider à développer des outils de recherche thérapeutique. Donc là encore, personne n'a tort, personne n'a raison. On est dans deux manières d'appréhender la réalité. Une autre douloureuse affaire, une douloureuse affaire qui a agité l'actualité il y a quelques années. Donc c'est un jeune homme qui s'appelait Vincent Lambert. Je pense que vous avez en mémoire ce drame. Donc qui avait d'importantes lésions cérébrales, et on n'arrivait pas à mesurer le niveau d'altération de sa conscience. Donc là, on est un peu comme dans le cas de la photographie de la main, c'est-à-dire qu'on a été en présence d'un déficit d'information. Tout le monde était d'accord sur le fait que c'est une personne, donc il y avait un accord sur la forme, mais par contre, il pouvait présenter deux intériorités possibles. Soit c'était un individu qui n'avait plus de conscience, ou on pouvait considérer qu'il lui restait un état résiduel de conscience. Alors, là encore, on peut me dire, mais c'est simplement un petit problème de philosophie analytique, de méréologie. En fait, le problème, c'est que ces ambiguïtés méréologiques, elles se répercutent dans l'action publique. Donc, à un moment, on ne savait pas trop si le traitement de cette controverse relevait d'une politique du grand handicap, ou si il relevait, je dirais, de la fin de vie. Donc, en fait, le problème, quand on est chacun dans notre safe sphere, c'est qu'il n'y a pas de projet, pas de futur commun qui soit partageable. Donc ça pose un problème pour la décision publique, ça pose un problème pour conduire une action publique. Donc effectivement, pour l'artiste, je dirais la démultiplication des réalités, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais quand on est au niveau de la prise de décision publique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors pour conclure, comment fabriquer des futurs, des imaginaires collectifs partagés? Comment être en mesure, alors j'aime pas utiliser ce terme, mais j'en vois pas d'autre, sécuriser le réel, mais pas sécuriser dans le sens de contraindre dans quelque chose de coercitif, pas du tout. Mais comment faire
pour qu'il ne soit pas sursaturé en traces ni complètement balkanisé, donc qu'il puisse y avoir une action publique cohérente, mais tout en gardant aussi cette liberté de pouvoir souffler sur l'argile. Et c'est vraiment un pari qui est très difficile à porter, à tenir dans nos sociétés. Alors, il faudrait essayer de fabriquer de la totalité sans tomber dans le dogme ou le fanatisme. Alors, bon, le problème, c'est qu'il y a plusieurs manières pour un assemblage d'être un tout. Donc là, vous voyez un tas de pierres. Alors, un tas de pierres, ça peut être un tout, mais ce tas de pierres, il peut être aussi perçu comme une maison, comme un menhir ou comme une sépulture. Donc, tout dépend en fait de la façon dont on va relier les différentes parties entre elles pour parvenir à faire une totalité. Alors, on voit déjà avec la matière que ce n'est pas facile. Mais alors, comment est-ce qu'on va réussir à refaire totalité avec la société? Comment est-ce qu'on peut refaire société en continu avec nos imaginaires partagés? C'est quand même un sacré défi. Alors, c'est un sacré défi parce que finalement, c'est vraiment pas évident d'associer une forme à une qualité. Nous, on a effectivement conscience qu'on croit que c'est la poule qui fait l'œuf. Mais pour reprendre la phrase du penseur Samuel Butler, que j'aime beaucoup, on peut aussi considérer qu'une poule, c'est seulement la façon d'un œuf de faire un autre œuf. Donc, dans un monde où le réel est complètement balkanisé, on voit la difficulté de réassocier la forme que seraient l'État et les institutions politiques à une qualité, c'est-à-dire faire société, avoir un idéal commun et un partage, un idéal, enfin quelque chose qui nous réunit collectivement. Alors, une voie possible, par exemple, pour répondre à la sursaturation des traces, ça serait de combiner les différentes ontologies entre elles. Donc, ça serait essayer de renforcer, dans la mesure du possible, les mythes fondateurs, donc ceux qui rappellent une origine commune ou plutôt un universel partagé. Alors, je pense à l'ontologie totémiste. Donc là, en fait, vous avez figuré... Alors, attendez, oups, j'arrive pas à lire ma diapositive. Donc une peinture... Oups. Qui montre en fait la représentation, qui montre un animal dont la structure du corps physique est homologue à celle du corps social. Donc là, on a vraiment cette idée de retotalisation d'un collectif. Alors, bon, c'est absolument pas un retour au religieux que je prône, mais c'est simplement pour vous donner un peu l'illustration de ce qui nous vient spontanément en tête quand on pense origine, c'est-à-dire la scène, donc qui vous donne une illustration d'un mythe partagé persistant, mais c'est pas du tout ce que je prône, c'est simplement pour vous montrer une mécanique. Mais il faudrait effectivement essayer de compenser cette sursaturation de traces par ce qui nous attache, ce qui nous relie spontanément. Donc ça peut être des symboles républicains, ça peut être ce qui nous donne le sentiment finalement de faire corps avec la société. Alors je vais peut-être m'arrêter là, parce que je vois que le temps tourne. Merci beaucoup, voilà. Merci Virginie Tournay. Alors, je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais il y a beaucoup de concepts. C'était passionnant. On a peut-être le temps pour une question s'il y a des gens qui veulent demander quelque chose. Flora, le micro. Bonjour. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je pense que tout le monde était très curieux de votre intervention, se demander qu'est-ce que le ministère des Armées, comment en fait un ministère des Armées demande à des auteurs de science-fiction de prédire des futurs et des situations de conflit. Je me demandais si vous pouviez revenir sur l'origine de ce projet. Comment est-ce que cette idée est venue? Parce que je crois que vous nous l'aviez dit à Martin et à moi au tout début, c'était vraiment passionnant. Alors moi, je ne peux pas vraiment raconter l'initiative parce que je n'ai pas été actrice depuis le début. Moi, j'ai répondu à l'appel d'offres qui avait été lancé sur Internet. Par contre, effectivement, je peux vous donner
la façon dont on a abordé la fiction, parce que c'est vrai qu'on a eu énormément d'échanges entre nous sur comment est-ce qu'on articule la fiction, sachant qu'on n'est pas dans de la prédiction. En fait, on est vraiment dans cette idée de constat simple que dans le monde actuel, on travaille sur des horizons prédictifs qui sont de plus en plus courts. La prospective scientifique, parce qu'on est dans un monde hyper connecté, en fait, la prospective scientifique a des limites temporelles qui sont de plus en plus courtes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de projeter d'autres voies possibles et on utilise la fiction de façon très pragmatique, c'est-à-dire non pas comme un outil de prédiction, mais comme un outil de rupture par rapport, on va dire, à ce qui fait communément réalité pour nous tous. Et on essaye finalement d'expérimenter de nouveaux mondes et on va construire des mondes et on va essayer d'imaginer comment évoluent les valeurs, les normes de ces mondes, comment se construire les légitimités de nos institutions. Donc on utilise vraiment la fiction comme un outil, je dirais, pour créer des ruptures et pour essayer de penser un peu out of the box par rapport à la prospective scientifique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour, merci. J'avais une question qui est peut-être un peu générale, mais de savoir de votre côté comment vous envisagez les rapports entre votre statut d'écrivaine qui fait de la fiction et le rapport au pouvoir. Parce que assez classiquement, si on prend juste l'exemple de la France, la science-fiction et les auteurs de fiction sont construits depuis le XVIIIe siècle comme des contre-pouvoirs. Je rappelais hier, si on remonte à Louis XIV par exemple, Louis-Sébastien Mercier ou Rétif de la Bretonne sont des écrivains qui utilisent la fiction contre les pouvoirs, contre l'Église, contre le prince, dans plein de traditions. Je ne sais pas, quand on va avoir la science-fiction soviétique, au moment où elle naît, je ne sais pas, Zamiatin, quand il écrit nous autres, il l'écrit pour faire contre-pouvoir. Parce qu'il y a l'idée que la fiction, c'est le seul pouvoir de ceux qui n'ont pas le pouvoir, justement. C'est leur seul pouvoir de se rapporter à l'avenir. Il y a plein d'exemples, on en a beaucoup parlé dans ces derniers jours, mais je ne sais pas, la tradition afroféministe, la tradition de science-fiction féministe, c'est des gens qui vont aller mettre la fiction au service du contre-pouvoir. Donc c'est une question double, c'est quel intérêt est-ce que des écrivains ont à aller quitter le contre-pouvoir pour mettre la fiction du côté des pouvoirs, au pluriel, hein, pas forcément du pouvoir, mais des pouvoirs, du pouvoir militaire, du pouvoir institutionnel. Et de l'autre côté, quel intérêt a aussi en France le pouvoir à aller chercher de la fiction, puisque là aussi, classiquement en France, déjà Louis XIV, il fait de la prospective avec des physiocrates, c'est des ingénieurs. De Gaulle, quand il fait le commissariat au plan, c'est le Centre français de prospective, c'est Gaston Berger, ce sont des hauts fonctionnaires et des ingénieurs, ce pas des artistes. Donc, quel est le projet, selon vous, dans l'idée macronienne, par exemple, qui consisterait à court-circuiter cette division des rôles qui est séculaire, qui est que, voilà, celles et ceux qui n'ont que la fiction, ils vont aller la mettre du côté des contre-pouvoirs, et le pouvoir, lui, n'a pas vraiment d'intérêt à aller chercher des artistes, puisque de toute manière, ils ont des ingénieurs, ils ont des commissaires au plan, ils ont des gens qui font de la prospective, ils ont des think tanks. Donc, des deux côtés, vous voyez, quel est l'intérêt pour le pouvoir d'aller chercher ces formes de fiction, et pour ces formes de fiction, de basculer du côté des pouvoirs aussi. Alors, je vais simplement peut-être répondre pour moi, mais je ne peux pas vraiment répondre sur l'initiative en tant que telle. Je pense qu'il faudrait directement demander aux personnes et aux institutions concernées. Je voudrais revenir sur le terme de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, il est où ? Ou institution, disons. Oui. Enfin, les pouvoirs, voyez, au sens très, oui, très général. Mais je pense que le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde qui est bipolaire. On n'est plus dans un monde où les États constitués, je dirais, portent à eux seuls le pouvoir. Quand on voit les cyberattaques, quand on voit effectivement le pouvoir, en fait, est complètement ramifié, il est représenté, porté par des personnes que l'on ne voit pas nécessairement. Donc le pouvoir, aujourd'hui, n'est pas nécessairement institué. On est, je dirais, vraiment dans une sorte de société liquide, où, en tout cas pour moi,
je trouve que l'initiative est belle parce qu'il ne s'agit pas d'être l'instrument d'un pouvoir, mais plutôt de se dire, mince, on est aujourd'hui dans une société où on a du mal à se penser en tant que totalité, en tant qu'être collectif, et comment faire pour retrouver cette totalité tout en conservant nos fondamentaux, je veux dire la liberté d'expression, le fait qu'on peut librement aujourd'hui faire un symposium comme on le fait. Donc pour moi, l'initiative est belle au sens où je pense qu'il faut sortir d'une vision très manichéenne du fait que les institutions représenteraient la totalité des pouvoirs. Je pense que la réalité est beaucoup plus composite, beaucoup plus complexe. L'autre point aussi, c'est que dans nos scénarios, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. On ne nous dit pas, voilà, on veut que vous travaillez telle région, telle chose. On est absolument libre de créer ce qu'on veut. Et on veut aussi, on reste totalement déconnecté de l'usage que l'armée va faire de nos scénarios. On ne veut absolument pas, et c'est la condition de départ, être en lien avec la prise de décision ou la façon dont nos scénarios vont être retravaillés. Ce n'est pas du tout notre problématique. Donc, moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est effectivement la définition des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir, et c'est quoi aujourd'hui être vraiment anti-système? Je pense que la réponse n'est pas si évidente. Alors merci beaucoup pour cette intervention qui va en fait, c'était vraiment très 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 riche. Merci aussi d'avoir créé autant de liens avec les interventions précédentes.